Au long de la dernière année, mon rêve a été de travailler avec ces enfants et pouvoir leur donner du bonheur et en même temps un sens de succès dans leur vie. J'ai donc essayé de trouver ou de faire des espaces plus équitatifs et du côté du genre. Et cette curiosité m'a amené à travailler au Gender Lab. Je travaille avec des hommes et des petits aussi, ce qui n'est pas courant dans ce genre d'association. C'est la première fois que je vois un travail de cette grandeur. Donc, j'avais une espèce d'espoir de faire participer les hommes et les garçons aussi. Et une fois que j'ai réussi à travailler au sein du Gender Lab, j'ai vu que c'était possible. Et j'ai vu aussi qu'il y avait quelque chose de plus fort derrière ce travail. Il y a eu une participation lors du G20 où l'Inde a présidé et où un membre de notre association a parlé pour parler aux hommes et aux enfants par rapport aux expériences hégémoniques de masculinité. Ce qui a été dit, c'était que ces expériences masculines pourraient redéfinir la violence, la discrimination de genre. Ça a été vraiment une séance d'apprentissage et ce qui m'aide à continuer à travailler au sein de Gender Lab, c'est penser qu'on peut quand même être témoin de ces petits moments de changement lors des ateliers. Il y a des questions très simples qui sont posées par des garçons, par des petits. Par exemple, pourquoi on dit que ce n'est pas normal qu'un garçon se marie avec un autre garçon. Il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais ils peuvent écrire pour, ou même dessiner pour pouvoir dire des choses. Voici un exemple d'un espace très positif, très enrichissant qu'on a eu ces dernières semaines. Lors des 2 dernières années, définitivement, pour moi, ça a été quelque chose de très beau et de très joyeux d'aller travailler tous les jours. Ce qui a commencé comme une espèce de volontariat est devenu quelque chose de beaucoup plus grand pour moi. Je partage toujours mon émotion et je vais le redire à chaque fois. Le joie de pouvoir faire ce travail, c'est que j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau, que ce soit de la part de l'équipe de travail, que ce soit de la part des petits ou même sur moi-même. Les interactions et les échanges avec l'équipe sont très enrichissantes. Le fait d'aider lors des sessions des apprentissages avec des sujets divers sur les équités intersectionnelles, sur le décodage des mariages égalitaires, tout ça a mené les hommes et les adolescents à apprendre des choses et être plus empathiques. J'ai aussi compris que l- le copinage féministe est très, très précieux. Quand je travaille avec cette équipe, j'apprends énormément. J'apprends aussi la valeur de l'espace sûr. Et on a essayé de recréer cet espace avec tous les participants. On apprend aussi qu'un simple sourire, un mot aimable peut générer quelque chose d'énorme. Les petits avec lesquels on travaille, c'est les plus vulnérables au sein de leur société. Et le fait de recevoir de l'affection, c'est vraiment très, très précieux. De la part des participants, j'ai aussi appris à leur donner de l'espace, ce qui est très important lorsqu'on fait ces séances. Il y a des petits qui ont beaucoup dans eux, donc provoquer un espace sûr pour qu'ils puissent s'exprimer, c'est très important aussi. Ils se sont aussi sentis très sûrs pour pouvoir parler et s'ouvrir dans d'autres espaces. C'est un espace d'apprentissage très beau. Finalement, l'apprentissage de tout ce qui est, de savoir que tout ce qui est politique et personnel, c'est aussi important. J'ai eu le privilège de travailler avec cette petite équipe qui s'appelle Célébrons l'arc-en-ciel. Là, le petit groupe a interagi avec un expert
pour comprendre leur identité. Puis, une tâche a été faite à la fin du processus et les groupes a partagé le fait que la communauté a appris beaucoup de choses et que cette communauté a besoin de notre empathie et qu'ils vont essayer de répliquer ceci dans tous les lieux où ils participeront. Ils se sont aussi rendus compte qu'il s'agissait des espèces de super-héros en tant que personnes de cette communauté queer. Ce petit groupe, comme beaucoup d'autres, vont faire quelque chose que j'aurai toujours dans mon cœur. Merci, merci beaucoup pour cet espace, pour cette opportunité et de partager cette expérience avec vous. Merci beaucoup. Merci, merci de vos histoires, de vos participations avec toutes les personnes avec qui vous avez travaillé pendant des années. Vous avez partagé l'importance de cet espace et ça c'est bien pour avancer à la prochaine partie de la session. Il y a plus de voix. Ayush, est-ce que tu peux nous raconter un peu sur toi, sur ta participation? Tu peux partager avec nous? Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Ayush. Oui, on t'entend. Allez-y. J'ai 17 ans. L'audio est coupé. Je voudrais devenir un entrepreneur et être indépendant d'une façon financière. J'ai participé à l'année 2020 au programme et mon expérience était très bonne et j'ai beaucoup appris sur les masculinités, les hommes, les femmes, genre harcèlement mental et physique. J'ai visibilisé mon point de vue. Je suis très sensible à ces problèmes. Tant comme nous avons beaucoup de stigmas quand on partage notre façon d'être et aussi ce sont les choses par lesquelles je suis arrivée au Gender Lab. Il y a beaucoup de choses qui ont changé de le moment que je suis arrivée au Gender Lab. Je travaille avec beaucoup de personnes, avec des femmes, et j'essaie de les faire comprendre qu'elles sont comme nous. Et j'essaie de les appuyer, de les soutenir. D'encourager, de les ouvrir la porte, ouvrir la porte aux femmes pour cet espace. Les personnes nous disent qu'on ne doit pas exercer le pouvoir parce qu'on est des hommes seulement. L'audio n'est pas bon. Nous avons beaucoup de défis. Et il y a beaucoup de choses dont on a besoin. Dès que j'étais jeune, j'ai appris à ne pas partager mes problèmes avec personne. Il n'y avait personne pour m'entendre. Mais quand même, ce que nous avons besoin, nous avons besoin de partager, d'être entendus, d'être écoutés, de partager nos problèmes. Ce sont quelques défis pour les mâles de mon âge. Est-ce que tu peux
nous raconter ton expérience aujourd'hui, quels sont tes rêves, comment tu vois les hommes maintenant. Je rêve à un espace où les hommes soient libres d'harassement, d'insécurité, de ce qu'ils pensent qu'ils doivent causer honte. J'espère que le monde soit mieux pour ces hommes qui ne peuvent pas se comporter comme ils voudraient ou être comme ils voudraient. Quand je me lève, j'ai une routine et je sais qu'il y a des choses différentes pour les femmes ou pour d'autres hommes. Alors, je voudrais créer une conscience, une sensibilité sur l'effet d'une personne. Quand la personne ne peut pas partager leurs sentiments, aux exprimer comme ils sont. J'espère que tout le monde puisse être ce qu'ils veulent. Merci. Merci de tes paroles si honnêtes, de partager ta vie. Ça nous est arrivé au cœur. Ça nous touche le cœur. Il y a des défis sur les idées traditionnelles de masculinité et aussi des abus. Alors, je voudrais passer la parole à Indiche, peut-être pour partager la participation. Bonjour, je suis Indershit, je suis un étudiant volontiers et je suis volontiers dans un programme où je travaille avec des adultes pour créer la conscience. J'aime bien aider, écouter de la musique et aider les personnes. En général, je suis solitaire, j'aime lire, jouer le jeu électronique et je participe au Gender Lab des hommes. Mon expérience est très, très bonne. J'ai beaucoup appris dans le programme. Il y avait beaucoup de choses devant moi, mais parfois, je ne pouvais pas les voir. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je vivais avec des différentes personnes. Je ne savais pas bien ce qui c'était être un homme ou une femme. Alors, maintenant, je pense que on ne peut pas discriminer des personnes pour être des hommes ou des femmes. Il faut participer des élections de chaque personne. Avant le programme, je pensais que les hommes ne pleuraient pas, qu'ils devaient être forts. Alors, j'essayais, je cachais mes émotions parce que si on me voyait pleurer, il allait me dire, pourquoi est-ce que tu pleures comme une fille? Alors maintenant, après le programme, je n'ai pas honte m'exprimer si je suis heureux, si j'aime. Alors j'aimerais bien partager des histoires de ma vie. Quand je travaillais dans une institution, je demandais à un enfant, un garçon, quelle est ta couleur? Elle m'a dit rose. Alors à ce moment-là, tous les enfants ont commencé à rire et je leur ai demandé pourquoi. Et il y avait quelqu'un qui était surpris et ils ont dit parce que c'est la couleur pour les filles. Alors je leur ai expliqué qu'il n'y a pas quelque chose comme ça n'existait pas. S'il y a quelqu'un qui aime le rose, pas de problème. Et je dis que c'était ma couleur favorite aussi. Alors, s'il y a quelqu'un qui aime le rose de la Barbie, pas de problème. Et s'il aime le rouge aussi, c'est bien et c'est valide. C'est un exemple de pourquoi je pense que les garçons de mon âge doivent être avec des personnes qui leur motivent à être libres et d'une façon ouverte qu'ils puissent faire ce qu'ils font faire heureux sans penser au reste de la société. C'est ça ce que je comprends. Et il y a une autre histoire près de l'endroit où mon père travaille. Il y a une fille
avec un garçon et une fille. Le garçon, son fils, il étudie et il pense toujours aux différentes choses. Par exemple, le père dit, ce sont les tâches pour les femmes, les tâches de la maison. Pourquoi tu n'apprends pas une tâche pour le garçon, quelque chose de mécanique ou quelque chose comme ça? Alors, c'est la même chose. Il n'y a pas de travail pour les hommes ou pour les femmes. Il faut pas discriminer et il faut créer une conscience que les garçons peuvent faire ce qu'ils leur font heureux et la société aujourd'hui ne le permet pas de le faire. Merci, Indalchi. Merci de nous raconter les histoires. On a l'espoir que le changement est possible. Tout était possible grâce à votre soutien pour vous nous permettre de collaborer avec d'autres personnes, pour collaborer d'une façon active avec de garçons et et des enfants. Nous avons aujourd'hui un prof qui a travaillé et va nous raconter l'histoire, son histoire. On est curieux pour savoir quels sont tes rêves. Merci, Nisha. Vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Chagan Rassad. Je travaille à NoLab. Je travaille avec des parents pour travailler avec le comportement des enfants, pour créer des ressources pour les parents et pour le prof. Je me suis engagée dans ce travail parce qu'on veut créer accès à l'éducation pour les filles, pour ces filles qui n'ont pas accès au système d'éducation. Alors, on a décidé de créer des droits pour les filles. Et j'essaie de faire le mieux de ma possibilité, mon rôle, pour leur apprendre et pour qu'elles puissent avoir succès à leur vie adulte. Je travaille à l'école, le programme GentleNap qui vient à l'école et je parle avec les enfants jusqu'aux 12 ans. On parle des sujets de genre. Nous faisons des activités différentes et je sens le besoin d'ouvrir ce sujet à l'école. J'ai le besoin de parler sur les genres et la sexualité avec les enfants. Nous n'avons pas l'espace idéal dans les écoles pour aborder ces sujets, mais lorsqu'on s'engage au sein du programme Gender Lab, personnellement, nous parlons sur la sexualité, sur nos gènes, et il s'agit d'expériences d'apprentissage très enrichissantes et qui nous ramènent beaucoup de ressources pour appliquer ensuite à l'école. Nous nous engageons aussi avec la connaissance, avec différentes personnes. Nous parlons et on écoute ces personnes à propos de leurs expériences. Nous parlons aussi à propos de ces sujets qui, normalement, ne sont pas abordés dans d'autres espaces. Nous avons créé aussi un programme sur la sexualité qui est disponible pour nos étudiants et nous travaillons aussi avec des enfants avec qui nous essayons ou chez qui nous essayons de
et de faire naître une conscience à propos de l'importance de comprendre qu'on est tous différents, différentes et que la société est pleine de personnes qui sont différentes. Donc, les reconnaître avec une responsabilité et les respecter pour ce qu'elles sont, c'est notre but. Nous participons, nous avons commencé à participer de ce programme il y a quelques années et nous avons entendu beaucoup d'histoires, beaucoup de projets à beaucoup de personnes de la communauté. Nous avons aussi produit ou généré des rapports avec des intervenants et des personnes qui se sont déplacées pour parler de leurs expériences au sein de l'école. Nous, nous voulons donc faire que nos étudiants se sentent libres de parler sur les masculinités, sur leurs besoins, pour qu'ils puissent se rassurer et être à l'aise à la maison avec leurs parents, leur mère, quand ils racontent ce qu'ils veulent être. Nous sommes en train d'essayer de casser, de briser les moules pour pouvoir générer du progrès pour les enfants et pour toute l'équipe. Merci, Jagam, pour partager votre histoire. Votre travail est vraiment un très bel exemple du soutien dont les enfants ont besoin. Il y a quelques commentaires sur le chat que je vois ici. Donc, nous partagerons définitivement un peu plus en détail nos programmes. Et je vais tout simplement prendre 2 minutes pour partager mon expérience de travail, surtout avec des étudiants de l'école secondaire et de l'université. Je suis Israël Oliver et mon travail est au sein d'une organisation qui est basée sur l'éducation des étudiants universitaires des communautés marginales et on essaye de leur donner des informations sur la santé, sur la sécurité, la violence et leur donner une espèce de planification face à l'avenir en ce qui concerne le genre et la sexualité. Quand j'étais petite, j'étais le seul enfant garçon, ma mère était mère célibataire, on ne savait rien sur les masculinités, sur le genre, sur la féminité, donc je n'avais aucune information sur ce sujet. Plus tard, suivi des études d'ingénierie et lorsque je travaillais dans le génie pendant bien longtemps, j'ai décidé de travailler dans une organisation de ma région, de ma zone. Et là, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir à disposition cette information. Je n'avais aucune idée sur ce que c'était la masculinité. Pour moi, être masculin, c'était être un homme et agir comme tel. Plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Je me suis alors rendu compte, avec les informations que j'ai acquises, que moi-même, j'avais beaucoup de caractéristiques et même des manières masculines, mais aussi beaucoup de manières et de caractéristiques féminines. Donc, j'ai décidé de changer complètement de carrière et j'ai commencé à travailler dans le domaine du genre. Lorsque j'ai commencé à participer avec cette organisation et que j'ai commencé à travailler avec les étudiants de l'école secondaire et de l'université, j'étais contente de pouvoir leur transmettre des informations sur les masculinités, sur la féminité, sur la sexualité. Et de suite, beaucoup d'étudiants qui n'avaient aucune information à ce propos ont commencé à participer des séances au sein desquelles ils pouvaient recevoir des informations. Il y avait beaucoup d'étudiants qui sont venus par la suite me dire et qu'ils venaient juste de découvrir la masculinité, qu'ils se rendaient compte tard de ce que c'était la masculinité, même en étant des garçons, qu'ils n'avaient aucun problème de pouvoir montrer leurs sentiments,
mais que avant, ils pensaient que s'il y avait quelque chose qui leur faisait mal, ils ne devaient pas les montrer. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui se sont approchés pour me dire qu'ils rentreraient chez eux pour aider leur mère, ou même lorsqu'ils allaient parler avec leur famille, ils pouvaient commencer à parler, par exemple, des règles mensuelles avec leur sœur ou leur mère. Donc, il y a beaucoup d'espaces qu'on peut appeler toxiques, si on peut le dire comme ça. Il y avait des étudiants, par exemple, qui pouvaient ramener ces informations à leurs espaces d'amitié ou familial. Et il y en a un d'eux qui est revenu par la suite aux séances et qui a raconté qu'effectivement, il est allé chez lui, qu'il avait parlé avec sa sœur sur tout ce qu'il avait appris dans la séance et que pour sa sœur, il avait réussi à créer un espace sûr pour parler de sa propre sexualité. Elle avait dit qu'elle se sentait attirée par les femmes. Donc, pouvoir créer ces espaces sûrs et faciliter cette information est vraiment quelque chose de vraiment important dans ce processus. Obtenir cette information est aussi quelque chose de précieux qui peut changer complètement l'avenir d'une personne. Voilà mon expérience dans le secteur de genre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que les histoires ont la capacité de changer le monde. Merci. Il y a Pilar qui veut parler aussi. Allez-y, Pilar. Oui, bonjour, je suis Pilar, j'habite à Pérou, je suis obstétre. Et il y a quelque chose de très beau que j'ai écouté chez les personnes ici, c'est que même les hommes hétérosexuels sont entourés de beaucoup de risques sans le savoir, justement parce que autour d'eux, autour de l'homme hétérosexuel, il y a beaucoup de mythes et de croyances, des stigmes qui ont été tissés. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec des adolescents de 15 ans, entre 15 et 18 ans, et notre groupe un peu plus âgé, de 22 à 25 ans, et qui sont en ce moment en réclusion. Et quand ils parlaient, on voyait qu'ils avaient besoin d'amour, d'affection. Ils avaient vraiment besoin ils avaient une carence d'amour et d'affection qui venait de leur enfance. Ils se sentaient vraiment vulnérables, même s'ils étaient en prison parce qu'ils avaient commis ou ils avaient vécu des situations très graves. Mais ils parlaient et ils disaient qu'ils ne connaissaient pas ce genre de situation. Donc, beaucoup de nos programmes, et c'est vrai que quand on parle de genre, on regarde surtout les femmes ou les communautés LGTB+, plus, mais il y a aussi les hommes qui sont là avec des risques d'infection de VIH, les adolescents qui racontaient par exemple que le fait d'être homme hétérosexuel le faisait sentir obligé à avoir de couples masculins, disons hétérosexuels, féminines, à ne pas utiliser des protections, à avoir une libido beaucoup plus développée. Donc, et ils consomment des substances pour arriver à ça. Donc, le message que ces garçons doivent recevoir, et quand ils passent surtout par des situations de risque et des situations qui laissent de côté leur humanité, nous fait penser à ce on n'est pas en train de le regarder. Quand j'ai commencé à travailler avec ce groupe d'enfants, je me suis rendu compte combien d'amour ils avaient besoin et combien d'amour ils n'avaient pas eu lors de leur enfance. Et c'est pour ça qu'ils étaient là où ils étaient. Apparemment, ils vivaient dans une société qui allait bien, qui avait tout, mais on s'est rendu compte que c'était pas ça. Il est nécessaire que le message passe et construise, comme vous le disiez tout à l'heure, de nouveaux rôles dans les sociétés, de savoir ce qu'est un homme hétérosexuel de très jeune, pour qu'il passe pas par des situations de risque et pour qu'ils puissent devenir un bon exemple de comment ils peuvent parler à leurs copains en disant je suis un homme ou un macho, disons, entre guillemets, et je suis ça, il faut se soigner, un homme macho protège les femmes aussi.
Donc, je crois qu'il faut beaucoup travailler sur cette partie et étudier aussi quels sont les effets sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des hommes jeunes hétérosexuels. Parce que là, définitivement, et je trouve que qu'il s'agit d'un outil très puissant qui peut nous aider aussi à changer ces attitudes qui sont toujours négatives face au genre. Merci beaucoup. Merci, merci Pilar pour partager avec nous ce regard d'intersectionnalité à propos d'un groupe qui est exclu, un groupe d'hommes qui est exclu. Je crois que le système carcéraire est vraiment basé sur le châtiment et je parlerai de ça dans pas beaucoup de temps dans le contexte de notre travail. Merci Maria aussi pour partager votre expérience et vos réflexions sur le sujet. Nous continuons donc avec la prochaine partie de la séance qui aborderont des détails spécifiques de notre programme et comment on va arriver à mettre en œuvre les changements prévus. Donc, le Gender Lab est un programme qui vise la création d'un espace sûr pour les enfants où ils pourront s'exprimer et où on pourra construire une conscience sur le patriarcat et les conséquences que ce patriarcat aura sur les enfants. Les enfants doivent aussi réfléchir à propos de ses responsabilités dans cette société patriarcale et de réfléchir aussi aux idées de masculinité qui sont assez rigides. Nous suivons un modèle d'apprentissage de service, c'est-à-dire que nous faisons ce travail à travers des activités et des échanges dans des séances avec des équipes qui sont conformées par des experts sur ces sujets. Une fois que les séances ou que les échanges sont finis, nous faisons aussi que des projets soient mis en œuvre par les membres dans leur communauté, surtout en fonction des sujets qu'ils observent dans leur communauté en rapport avec la violence des genres, avec les idées rigides concernant les masculinités, etc. Les principes sur lesquels nous avons dessiné ces sessions ou ces travaux sont sur l'effet de concentrer le travail sur l'amour, les valeurs, le pouvoir partagé. Pour que la dynamique des profs étudiants à les écoles ne soit pas présente à nos programmes et qu'il y ait une sensation d'égalité. Après, on fait les étudiants participer pour que eux, ils se sentent sûrs. Et une autre chose un peu plus difficile, c'est demander aux étudiants de nous appeler par notre prénom sans utiliser aucun autre nom, notre prénom, parce que ça est lié à l'idée de respect. On doit respecter les personnes plus âgées et il faut avoir une égalité. En Inde, dans le système des écoles, il y a beaucoup de châtiments. Alors, il faut mettre à nouvelle des ans. Mais nous n'utilisons pas les châtiments corporels, pas du tout. Et après, nous nous centrons dans nos expériences des enfants sans utiliser de vocabulaire complexe parce que parfois, pendant les sessions ou avant les sessions, il y a des différents moments de violence ou différentes formes de manifester les idées rigides de genre. Alors, on demande aux participants de nous raconter leur expérience. Aujourd'hui, on a lu une histoire et on essaie d'utiliser plus d'histoires comme ça dans nos programmes. Il y a des histoires réelles et des histoires fictives parce que
tous les deux ont de différentes formes de pouvoir. Il y a des personnages alternatifs pour que les personnes puissent s'identifier. Et beaucoup de ces histoires ouvrent l'histoire à un monde imaginaire que peuvent ouvrir les portes aux autres univers. On utilise aussi une approche intersectionnelle. L'expérience de chaque personne, de chaque participant est différente. Et nous avons une structure à suivre, mais quand même, on approche les besoins de toutes et de tous. Comme Niharika a dit, il y a des différents types de participation pour des différents types de personnes. Il faut être sûr que nous avons écriture, dessin, activité physique et des réflexions profondes. Tout ça est combiné. Nous avons des choses qui se sont passées. Nous avons eu la chance de recevoir les soutiens, les consultoriats et nous avons identifié trois façons d'identifier les normes de masculinité, les stéréotypes de genre, aussi pour identifier la violence, reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Reconnaître aussi des différentes situations, par exemple que les hommes ne pleurent pas, reconnaître qu'on peut montrer, qu'ils peuvent montrer leurs émotions, reconnaître des situations qui ne sont pas normales pour créer une conscience de violence. Et de cette façon, prendre d'action, montrer des actions sans violence. Le dernier identificateur, c'est que les hommes doivent reconnaître que le travail pas rémunéré, c'est aussi un travail. Alors, il faut suggérer que faire de la cuisine, laver la vaisselle, c'est un travail. Aussi, on essaie d'avoir une langue et utiliser quelques formulaires de feedback. Alors, on demande aux participants de réflexionner sur leur participation dans le programme et nous envoyer le feedback. Et aussi, récemment, on a essayé d'avoir un langage pour identifier les différents types de violences. Par exemple, faire une différence entre le sexe et le genre. Ce sont quelque chose qu'on a déjà travaillé. On va continuer à travailler. Vous voyez quelques dessins qui parlent des différences de la partie du corps. Pour les apprentissages dans les communautés, on essaie d'inclure les enfants et les adolescents pour que les changements soient durables. Nous avons aussi les évaluations et on monitore aussi pour évaluer notre étudiants pour voir les changements à long terme. Maintenant, on va parler sur cette partie. On travaille avec des garçons et avec des éducateurs en même école pour voir la forme de remplacer les châtiments corporels avec d'autres stratégies alternatives. Ça, c'était très intéressant de monitorer et proposer d'autres solutions. Par exemple,
quelques stratégies ensemble pour remplacer les châtiments corporels de professeurs et parents. Nous avons aussi besoin que c'est nécessaire qu'eux, ils incluent leurs parents pour achever un changement au niveau de la famille pour encourager leur participation. Les parents pour les tâches de la maison pas rémunérées. Les défis que nous avons vus dans le programme étaient travailler avec le système scolaire parce que le système des écoles qui existe maintenant en Inde, le focus c'est que les étudiants reçoivent l'éducation basique nécessaire, pas seulement ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons reçu quelques réactions négatives de différentes façons. Parfois, les écoles ne permettent pas aux étudiants la participation à certains programmes ou ils ne veulent pas que certains programmes arrivent aux écoles. Un autre défi, comment faire que... C'est un défi qu'on voit très souvent. Comment réunir les garçons, comment les faire travailler ensemble. Parfois, ils ne finissent pas leur programme parce que c'est facile commencer un projet ou participer dans un programme, mais parfois ils ne continuent pas la conversation. Et finalement, il y a des facilitateurs, il y a une équipe qui mène le programme. Et il y a beaucoup de violence qui peut nous affecter de différentes façons. Alors voilà pourquoi il faut penser au bien-être de l'équipe, c'est-à-dire protéger notre facilitateur, être conscient des difficultés et les aider à travailler avec les difficultés dans les écoles. Si on ne peut pas faire le programme, si on ne peut pas mener le programme, ce sont les enfants et les garçons qui seront affectés à la fin. Tant qu'organisation, on doit involucrer notre élève. Et il y a des différentes actions que nous avons essayées pendant les dernières années. Participation aux différentes écoles pour travailler avec des différentes écoles, des différentes zones et créer un espace pour que les garçons puissent poser des questions sur la sexualité. Même dans les programmes, on a vu qu'il y avait beaucoup de questions et parfois on ne pouvait pas répondre les questions à cause du temps limité qu'il y a à l'école. Alors, nous avons travaillé avec 25 ou 30 garçons et on leur donne un espace pour poser les questions où ils ont des difficultés de répondre, où ils ont ça, c'est notre travail avec les garçons. Nisha va vous parler. Avant de vous raconter comment on approche le programme avec les garçons, je voudrais savoir comment vous êtes, si vous êtes bien, parce qu'il y a beaucoup d'informations, peut-être trop d'informations. Vous allez bien? Si vous voulez participer ou partager un commentaire et après, on peut continuer avec le programme pour les garçons.
C'est un programme multilingue hybride pour des éducateurs qui travaillent avec des garçons. C'est un programme centré aux webinaires en ligne, commencé à l'année 2020, été promotionné par les réseaux sociaux. On essaie de promouvoir des conversations sur le genre, les masculinités. Et l'idée, c'est que les questions et les réponses reçues dans le webinaire de 2020 nous a mené à développer le programme un peu plus et faire que les conversations soient accessibles en différentes langues régionales pour que la conversation soit accessible pour toutes les communautés en anglais, bien sûr, et 19 langues régionales. Je voudrais partager les dessins du programme. Le programme a évolué et nous avons 3 modules. Et la structure de workshop commence par se comprendre à soi-même dans le contexte de masculinité. Après, on continue avec une exploration des outils et pratiques que les éducateurs utilisent dans leur classe. Nous avons fait ça avec des personnes de différents contextes et de différentes réalités, avec leurs connaissances, leurs pensées. Alors, on peut donner un contexte au workshop pour que ça soit significatif pour les participants. Nous avons aussi un programme en ligne, parfois pendant 3 ou 4 jours. L'année passée, on a commencé à le faire en personne, personnalisé. Les workshops, les ateliers en personne sont mieux pour les participants et nous avons plus de participation parce que les personnes peuvent avoir mieux de résultats quand ils se connectent personnellement. Et on a vu qu'il y a moins de personnes qui quittent le workshop. Bien sûr, il y a de questions de budget et de la disposition de professeurs éducateurs. Les événements demandent plus de temps et c'est plus difficile de les faire longues. Parfois, lorsque ces séances se sont faites en ligne, il y a aussi des abandons à cause de problèmes techniques, par exemple, à cause des limitations des ressources pour accéder aux ateliers en ligne. Donc, il y a beaucoup de défis, par exemple, le fait d'avoir des ressources ou des facilitateurs dans différentes langues. Et notre apprentissage aussi que nous avons eu, c'est que pendant tout le programme, le soutien externe est vraiment clé. Tant que Nikita l'a dit aussi, nous avons découvert à travers le monitorage et l'évaluation que pour réussir un changement durable, il faut essayer d'identifier avec les communautés les apprentissages et faire en sorte que les personnes puissent s'inscrire au moins sur un workshop exclusif pour assurer qu'il pourra le faire en entier. De nos jours, les participants peuvent se connecter et on réussit à faire la totalité du programme ou l'atelier en entier. Il y a aussi des ateliers motivants pour l'apprentissage. Il y a des participants et des collaborateurs qui s'entraident tout le temps. Des réseaux sont créés entre eux. Vous pouvez voir ici qu'il y a une sorte de monitorage et d'évaluation. Si vous voulez, je peux lire ce qui est écrit. Il s'agit d'une activité de monitorage où la plupart des éducateurs ont raconté, prouvé un changement face au genre.
Un éducateur avait dit qu'il avait commencé à faire en sorte que les garçons et que les filles puissent s'asseoir à côté au lieu de les diviser dans la salle. Et qu'il a aussi commencé à les faire interagir de manière consciente. Avant, les filles ne faisaient pas ça. Il y a des réflexions aussi que nous voyons ici sur l'écran. Et j'aimerais aussi vous dire, vous partager avec vous. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les commentaires qui sont sur l'écran et qui viennent de différentes personnes qui ont participé aux ateliers. Donc, pour pouvoir partager l'espoir qu'on a sur ces programmes et tout le travail qui a été fait et partagé, voici, les personnes ont dit qu'ils ont appris de leur père, que ça a été vraiment merveilleux faire partie de ces communautés. Ils ont dit aussi que ça a été fantastique d'avoir un espace où pouvoir dialoguer, échanger, pour partager avec d'autres personnes qui vivent la même situation. Et voilà, je vous invite maintenant aussi, en ce moment, à partager vos réflexions, à poser des questions et on vous écoute. Je vois Vidar qui lève le doigt. Allez-y, Vidar, vous pouvez le dire à voix de vive voix. Merci beaucoup, c'est vraiment merveilleux de vous écouter. J'avais écouté Aniket auparavant, mais maintenant j'ai beaucoup plus de détails. C'est fantastique d'écouter d'écouter parler sur votre travail, sur tous les participants qui ont fait partie de ce travail. Une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est votre clarté à propos des droits des femmes, des filles et tout ce que vous faites aussi comme travail aux écoles, dans les écoles. Et de quelle manière aussi c'est présenté de manière très claire depuis le début. Et à propos de ça, j'ai une question. Je crois que au sein de dans certains contextes, c'est très difficile de mener ce genre de programme parce qu'il y a beaucoup de résistance de la part des personnes. Mon stratégie a toujours été de donner certaines informations un peu plus tard, lorsque les personnes se sont déjà engagées, qui se sont déjà rendues compte des conséquences des normes sur leur propre vie. Donc, j'imagine que dans vos contextes aussi, il y a beaucoup de résistance. Comment est-ce que vous avez choisi cette stratégie et comment ça se fait qu'elle fonctionne d'une manière aussi pertinente, aussi bien. Je trouve que c'est quelque chose de très courageux, de très direct. Je ne sais pas si vous perdez beaucoup de participants euh, à- à- parce que vous avez cet abordage, cet abord. Merci, merci Vidar. Je remercie énormément votre réflexion et votre participation. Pour répondre particulièrement à la question, il faut dire que nous n'avons pas beaucoup d'espace pour parler lors de l'atelier en détail sur la communauté queer. Nous parlons beaucoup d'identité de genre dans notre atelier premier. Et à partir de cette première conversation, de ce premier échange, nous parlons un peu plus profondément dans les écoles et répondons aussi les questions des élèves. Sinon, on travaille beaucoup au cas par cas. Nous avons eu bien sûr des réactions négatives. Dans certaines écoles, il y a des autorités qui sont très ouvertes et qui trouvent très bien la manière d'aborder le sujet, mais on parle aussi de sexualité, de conscientisation par rapport à la sexualité. Et il y a des écoles qui sont très ouvertes, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, je pense qu'il faut quand même travailler sur ces espaces pour pouvoir construire une expérience pour les enfants et pour le groupe qui est en train d'échanger à un moment donné sur ces sujets. J'espère répondre à votre question avec ce commentaire. On essaie d'être le plus courageux possible et de ne pas perdre des participants au long du processus pour pouvoir développer à long terme notre programme. Nous avons une question sur le chat. Je dis que nous n'avons pas en ce moment un espace où nous avons pu travailler sur
la caste. Mais quelque chose qu'on a pu faire, c'est d'avoir un groupe de collaborateurs très divers qui apportent leurs connaissances et leur expérience de vie au travail qu'on fait. Ceci comprend évidemment des personnes des communautés marginales et on travaille un peu sur le sujet de la caste, mais on n'a pas développé dans le détail ce sujet. J'espère avoir répondu à la question. Il y a une autre question qui est en rapport avec les pères, les mères, les tuteurs. Je pense que ceci a beaucoup à voir avec les écoles et avec le type de père ou de mère qu'on a à faire. Je me souviens d'un collaborateur qui avait un jour reçu l'appel d'un père d'un étudiant qui mettait en cause les enseignements qu'on faisait à l'époque et il disait que c'était pas comme ça qu'on devait faire les choses. Mais on a essayé quand même d'avoir un dialogue où on puisse expliquer notre rôle ainsi que le rôle de l'école pour pouvoir développer les enfants. L'objectif commun, c'est le développement des enfants. Ceci, évidemment, l'explication ne fonctionne pas toujours. Parfois, il faut laisser de côté certaines choses pour négocier, mais voilà la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Maria, on peut t'écouter. Bonjour, merci beaucoup pour cette séance très intéressante. J'admire vraiment votre ampleur dans les écoles. Mais j'ai quelque chose, deux questions pour les jeunes orateurs. Je suis au Royaume-Uni et pendant ce week-end, je me suis rendu compte que toutes les équipes de foot de la Première Ligue utilisaient une espèce de bracelet avec l'arc-en-ciel. Je voulais savoir ce que les jeunes pensent à ce propos. Est-ce que vous aimez ce genre de soutien ou vous croyez que c'est quelque chose pour la galerie et pas plus? Et où aimeriez-vous que cette inspiration, l'inspiration que vous avez, soit représentée dans vos pays? Merci Maria. J'aimerais parler surtout sur l'hindi pour que les personnes parlant hindi ici puissent bien connaître la question. सो आयुष इंद्रजीत मरिया का आपसे सवाल है कि अभी लास्ट वीकेंड जब फुटबॉल मैचेस हुई इंग्लैंड में तो उन्होंने रेनबो आर्म बैंड्स पहने थे एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को सपोर्ट दिखाने के लिए। तो उनका सवाल ये है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप इसको मानते हैं कि सिर्फ नाम के लिए हो रहा है या इससे कोई सपोर्ट सच में जताया जाता है? Si vous pouvez, voilà, si vous pouvez répondre en anglais, ce serait très bien. Si vous voulez le faire en hindi, je vais essayer de traduire vos réponses. Ainouche, Indrijit, vous pouvez essayer une réponse. Moi, je pense que les joueurs comme Messi, par exemple, qui aident beaucoup avec leurs vidéos aussi et qui soutiennent beaucoup la communauté LGBTQ+, je pense que ça aide beaucoup. Je pense que ceci peut donner un bon avenir à la communauté LGBT+. Merci Ainouche. Inderjit, tu veux partager aussi quelque chose? Oui, je suis d'accord avec Ainouche. J'aime aussi ce genre de manifestation. Je suis d'accord avec lui. Certaines personnes Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à Jean Derlab pour cette présentation aussi merveilleuse. Je suis à Haïti en ce moment. Je travaille pour le genre. J'ai des échanges avec des communautés, des ONG, avec des adolescents et je réfléchis beaucoup parce que au long de beaucoup de ces années, je réfléchis à comment ces programmes sont en rapport avec les sujets qu'on développe. Je suis en train de mettre en place un atelier, une séance et j'aimerais si vous pouvez partager des détails sur le développement de ces programmes, ainsi que vos expériences
avec des adolescents, surtout sur le champ de travail. Je ne sais pas si vous pouvez donner quelques détails à ce propos. Oui, je reviendrai sur les principes de dessin alors de ce programme. Lorsque nous avons des collaborations similaires avec d'autres organisations, une bonne idée, c'est d'avoir une réunion d'évaluation avec la communauté qu'on vise. On avait un programme pour les femmes et pour les filles qui était déjà mis en œuvre lorsqu'on a commencé à travailler avec des hommes et des garçons. Donc, ce que nous avons fait, c'est faire une évaluation des besoins du groupe cible et on revient toujours au principe de dessin pour pouvoir mener à bien le programme. Je ne sais pas si on peut en ce moment vous raconter une expérience très en détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on pourra évidemment partager par la suite, par écrit, plus d'informations. Merci, merci beaucoup, Aniket. J'aimerais partager quelques détails parce que je travaille dans ce nouvel atelier et ça serait très utile pour moi. Merci beaucoup. Alina, maintenant, merci. Je voudrais dire quelque chose sur une autre question, puisque Aniket et moi, nous avons travaillé sur les masculinités. Nous débattions beaucoup à propos de ces questions qui ont été mises en question. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont été mis en œuvre, analysés, et que nous pensons que la planification de ces programmes doit avoir en vue toutes ces perspectives. Il s'agit d'un chemin qui commence à peine, qui doit se développer et qu'il y a un changement continu où il y a beaucoup à apprendre et qu'il est très important de parler de tout, de la religion, de la caste, de tout. Il faut beaucoup apprendre. J'aimerais écouter aussi comment vous êtes en train de lutter avec ces sujets, avec les autres organisations. Je m'excuse, mais l'audio était coupé à un moment donné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose ou quelque chose à partager avant de finir. Sinon, on va fermer la session. Nous avons plus de temps. Je vous invite, si vous voulez, à partager un désir, une seule phrase pour les garçons et les enfants qui voudraient redéfinir la masculinité. Nous avons une question sur le projet pour les filles et adolescentes affectées par le changement climatique. L'année passée, on a fait un projet avec les élèves, les filles de notre communauté sur la visibilisation des effets sur la base du genre changement climatique. On l'a fait ça l'année passée. Nous avons essayé de nous concentrer à cette intersection de genre et changement climatique. Mais pour le moment, notre travail, ça c'est une chose que nous a fait avoir un point de vue spécifique à part du projet que j'ai mentionné avant. Il y a d'autres projets pour les filles. Et les filles veulent améliorer leurs conditions de vie, leur communauté où il y a beaucoup de contamination. Par exemple, toutes ces intersections sont manifestées pendant la phase des projets de notre programme. Aniket, Nisha, je dois finir parce que nous avons plus de temps. On pourrait parler pendant beaucoup de temps, mais malheureusement, nous n'avons plus de temps pour cette session. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Merci. Merci à vous, à Men Engage et l'équipe.
pour nous donner l'opportunité de partager notre travail avec tout le monde qui est ici et remercier à tout le monde qui est assis ici avec enthousiasme. Nous avons partagé notre email. Alors, si vous voulez nous contacter, soyez libres pour nous commenter et nous parler. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci aux présentateurs. Alors, au revoir. Merci d'être ici et on se voit, le mois de janvier. Au revoir.